La troisième méthode qu'ils utilisent, c'est de ne plus reconnaître les résultats des élections. Comme ça, c'est facile, c'est simple. Là, on a un stade encore plus avancé de l'autoritarisme. Parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'en juin 2024, il y a eu une dissolution. Décidée comme ça, il a sorti ça de son chapeau, le président de la République. C'est la grande affaire de 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il avait en tête? Il avait en tête que, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je ne reviendrai pas là-dessus, pour des convictions, parfois pour des désaccords tactiques. En tout cas, il constatait qu'il y avait un peu de flottement dans la NUPES. Et il s'est dit, je vais leur faire une dissolution, ils vont tous partir éparpillés, la gauche va être éradiquée, et au deuxième tour, mes candidats macronistes seront face au Rassemblement national, et je demanderai à tous les gens de gauche d'aller voter, comme ça, bon, avec une petite chance, je ressors avec une majorité. Bon, pas de bol, c'est pas ce qui s'est passé. Parce qu'on a quand même le sens des responsabilités, et que quels que soient les désaccords qu'on peut avoir, par exemple, entre nous et le Parti socialiste, ou autres, qui sont publics, il eût été irresponsable de casser une alliance qui était la garantie que la gauche continue à exister dans ce pays. Donc non seulement nous avons reformé cette alliance, qui est une vraie alliance programmatique, c'est pas un truc de circonstance. Après, chacun peut l'interpréter, chacun peut choisir sa manière de combattre pour l'application de ce programme, etc., etc. En tout cas, c'était une vraie alliance programmatique. Et bien cette alliance, elle est arrivée en tête. Alors certes, sans la majorité absolue, mais elle est arrivée en tête quand même. Et j'ai envie de dire, Emmanuel Macron, il avait la majorité en 2022 à l'Assemblée, mais ce n'était pas une majorité absolue non plus. Ça n'aurait échappé à personne. D'accord? Mais là, les règles ont changé. Les règles de la Constitution de la Ve République sont pourtant très claires. Même Villepin, qui n'est pas de notre camp, l'a dit et redit sur les plateaux télévision. La coalition, la majorité arrivée en tête, doit se voir confier par le président de la République la responsabilité de former un gouvernement. Nous avions une candidate. Alors on va nous dire « Ah oui, mais vous n'aviez aucune chance, regardez l'Assemblée ». Mais ce n'est pas au président d'en décider. Ce n'est pas au président de la République de décider à l'avance si une coalition va réussir à avoir des majorités à l'Assemblée ou pas. C'est à nous de nous débrouiller pour gagner nos batailles à l'Assemblée. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, nous n'avons peut-être pas la majorité absolue, mais en revanche, nous avons gagné beaucoup de batailles à l'Assemblée. C'est bien la preuve que texte par texte, il y avait la possibilité de gagner des batailles, de faire des majorités pour l'école, sur l'abrogation de la loi retraite, etc., etc. Et ils n'ont pas voulu ça. Il n'a pas voulu ça parce que le président avait décidé qu'on ne pouvait pas toucher à sa politique. Il a donc tout fait pour former un gouvernement qui respecte sa politique, c'est-à-dire toujours plus pour les très riches, toujours moins pour les autres, refus de rétablir des recettes fiscales ou autres qui permettent de réinjecter de l'argent dans les services publics qui sont essentiels au fonctionnement du pays, et y compris à l'économie du pays. Donc il a enchaîné les conciliabules, ça a duré 2 mois, les trucs complètement opaques, un jour ce sera un tel, à la fin c'était le petit chevaux, quoi, Barnier, Bayrou, bon. Évidemment, s'en est suivi ce qui devait suivre, c'est qu'ils ont fait un budget ultra austéritaire, c'est-à-dire un budget qui prévoyait des coupes énormes. Et attention, la discussion sur la partie dépenses n'a pas encore eu lieu. Et le débat les effraie. La partie recettes, elle est passée. Elle est passée parce qu'ils ont fait un 49.3, donc nous avons fait une motion de censure qui l'a emporté. Mais ça enlèverait en fait que le texte, il est passé par le Sénat, etc. etc. Et Bayrou, le nouveau Premier ministre, très différent de son prédécesseur, vous êtes sur une politique totalement différente, c'est évident. Je rigole, vous aurez compris. Il a choisi qu'on n'allait pas remettre en débat la partie recette du budget. On va maintenant discuter uniquement de la partie dépenses. Donc déjà, c'est compliqué de remettre en question la partie dépenses quand on ne peut plus discuter de la partie recette. Mais je leur promets bien du plaisir. Parce que la partie dépenses, ça veut dire quoi quand on rentre dans le concret des choses? Les chiffres, c'est abstrait. Moins 40 milliards ci, moins 10 milliards là, pour les collectivités locales, moins 5 milliards. Et puis vous savez, il y a la dette, oh là là, on ne peut pas laisser ça à nos enfants. Il n'y a rien qu'on m'explique si la dette c'est si grave que ça, pourquoi c'est eux qui l'ont creusé dans des proportions infinies, et pas simplement à cause du Covid. C'est parce que c'est un choix politique. La dette, c'est un placement, d'accord? Ça rapporte beaucoup d'argent, la dette, à des gens, notamment à des banques. Et surtout, la dette, c'est un choix politique, c'est celui de baisser toujours plus les contributions des très riches, sans aucune demande de contrepartie, sans leur demander de réinjecter dans l'économie, de créer de l'emploi, d'investir, etc., etc. Donc il faut bien que ça se retrouve quelque part, donc ça se retrouve dans la dette. Mais quand on va arriver à la partie discussion sur les dépenses, ils vont être embêtés, parce que là, il faut rentrer dans le concret. Au-delà des chiffres, on va leur dire, très bien, donc combien de suppressions de postes d'enseignants vous prévoyez vraiment? Combien vous prévoyez vraiment en moins pour les collectivités locales?
Pouvez-vous nous indiquer où est-ce que les collectivités locales devront faire des coupes? Devront-elles fermer des piscines? Devront-elles annuler le recrutement d'ATSEM dans les écoles maternelles dont le recrutement dépend des mairies? Devront-elles annuler la rénovation de l'école? Devront-elles supprimer les tarifs sociaux dans les cantines qui permettent à beaucoup d'enfants de ce pays, et notamment ceux qui sont parmi les 9 millions de pauvres dans ce pays, d'avoir au moins un repas équilibré par jour? Devront-elles annuler tous les investissements, la construction de la nouvelle salle des fêtes, etc., qui représentent 80% des investissements dans ce pays public et qui font vivre tout un maillage de PME, de petites entreprises, etc. autour? De combien devront-ils enlever à l'hôpital en faisant croire qu'ils augmentent les budgets, mais en fait, ils te font croire d'un côté puis ils te le prennent de l'autre. Là, le débat, il va être frontal parce qu'il n'y a pas le choix. Et je terminerai là-dessus. On nous reproche à nous souvent d'être intransigeants, de refuser les compromis, d'être des brutes en gros, dogmatiques, qui ne veulent rien d'autre que l'opposition et qui ne sommes surtout pas intéressés par changer les choses dans ce pays. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous voulons conquérir le pouvoir. Mais nous pensons que le meilleur moyen de gagner sur nos idées, c'est pas de capituler avant même d'avoir été en position de les appliquer. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté pour qu'il y ait une première ministre issue du nouveau Front populaire. Parce que si on commence dans le sens inverse, si on commence à dire, bon, pour que vous daigniez reconnaître notre victoire, mon bon Seigneur, Monsieur le Président, très puissant, c'est un des sujets d'ailleurs, le président est trop puissant dans notre pays. Un homme seul a trop de pouvoir. Pour que vous acceptiez, que vous daigniez reconnaître qu'on a gagné, nous allons vous dire, nous voulons juste le gouvernement, mais nous ne changerons pas de politique. Nous ferons la même chose que vous. Nous avons bien compris, vous ne voulez pas qu'on remette en cause les fondamentaux de votre politique menée depuis 2017. On fera comme vous. Mais par contre, on veut gouverner. Ah mais ça, c'est quoi? Ça s'appelle trahir les gens qui ont voté pour nous, point barre. Et ça s'appelle liquider la gauche une nouvelle fois. Parce que si on va au pouvoir pour faire la même chose que Macron, c'est terminé derrière. C'est terminé. Déjà, c'est compliqué. La gauche, elle était à deux doigts de disparaître dans ce pays, politiquement, j'entends. Pas dans les gens. Je sais que les gens, des millions et des millions de gens, même sans forcément se dire de gauche, etc., sont attachés au service public, sont attachés à plus d'égalité, sont attachés à ce que les gens aient des salaires corrects, sont attachés à l'augmentation du SMIC, sont attachés, etc., etc. Mais la gauche politique, organisée, qui peut présenter des candidats qui gagnent et qui peut entrevoir la perspective de gouverner ce pays, elle aurait pu disparaître. Je ne vais pas revenir en arrière, faire des procès, etc. Tout le monde sait de quoi je veux parler. En 2017, elle était dans une situation catastrophique. Donc c'est ça qui se joue et c'est la raison pour laquelle nous n'acceptons pas de dire qu'on va capituler sur notre politique pour pouvoir aller au gouvernement. Ça ne se passera pas comme ça et on continuera à se battre. Y compris à affirmer des choses qui ne plaisent pas à tout le monde et où parfois on nous fait passer pour des gens qui veulent le chaos en disant mais à la fin, si ça continue comme ça, la seule issue c'est la démission du président de la République. C'est pas Arnaud Le Gall, député de la France Insoumise seulement qui le dit, c'est Villepin, c'est Alain Minc. Alain Minc, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est un des conseillers de Bernard Arnault. Si Alain Minc dit ça à la télé, c'est qu'il y a un problème. C'est que même dans les milieux des affaires et au sommet de notre société, au sommet en termes de richesse, ils considèrent que le président s'est entêté, a commis de graves erreurs et met en danger la stabilité politique du pays. Et ça, il n'y a rien de pire. Pour les milieux d'affaires, là, quand il ne peut pas prévoir, ils préféreraient encore savoir que nous, on va arriver au pouvoir, qu'on leur annonce la couleur, qu'on dit ce sera comme ci, ce sera comme ça, et ils négocieront comme ils l'ont fait en 81, comme tout ça, plutôt que de ne pas savoir du tout de quoi l'avenir est fait. Ça les terrorise. Et donc, à un moment donné, le président doit assumer. C'est lui qui a créé cette situation. Donc, s'il continue à refuser toute forme de compromis, qu'on change sa politique, qu'un gouvernement puisse décider, qu'un gouvernement, sous une forme de cohabitation, puisse faire une autre politique que celle qu'il a décidée, à la fin, il adviendra, aux yeux d'une immense majorité, qu'il est le problème. Donc, nous continuerons à nous battre aussi sur ce terrain-là, et nous ne nous laisserons pas impressionner par la campagne de référendum qu'il a engagée, qu'il a annoncée là, on verra.